Bonjour à tous, c'est le live quotidien, 19h heure française, 18h en heure algérienne. Alors on continue sur le même rythme, trois petites choses. D'abord, un témoignage qui était en fait un commentaire que j'ai eu hier à la suite de mon live. Puis on parlera un petit peu des planteurs. Ici c'est une photographie de l'époque, on est dans les années 50, ça fait partie de la très belle connexion de Jean-Claude Pillon. Et pour finir, je reviendrai un petit peu sur l'eau à partir de cet article que j'ai vu passer là et qui m'a intrigué sur cette grande station de dessalement là, ce qui fait que je vais devoir remettre à jour un peu ce que j'ai raconté sur l'eau. Donc on attaque avec le témoignage qui est en fait un commentaire que j'ai eu sous mon live hier par une habituée du live. Donc j'attaque. Paul, je viens d'écouter le replay de ce soir. Témoigner par quelque moyen que ce soit, à long terme, sera historiquement toujours intéressant, à mon avis. Salut Dan. Et pas seulement pour nous, enfants et petits-enfants de Pieds Noirs, mais pour tous ceux qui voudront connaître cette partie de l'histoire française. Lorsque je suis parti en Algérie, je me suis décidé en une semaine pour accompagner mes parents. Ce départ précipité fait que je n'avais sur moi qu'un tout petit appareil photo. Je le regretterai toute ma vie. Les rencontres et témoignages que j'ai vus et entendus, je ne les oublierai jamais. Et surtout, les médias ne nous ont jamais informés de cette façon, ni les livres d'histoire, raconter cette histoire telle que je l'ai entendue en allant sur place. Donc pour moi, à long terme, nos écrits et témoignages sont essentiels, mais ça, tu le sais. Alors c'est vrai que fondamentalement, je pense qu'il est crucial d'arriver à faire témoigner les gens, à les faire écrire. Et j'allais dire, c'est pas tellement pour laisser une histoire différente, mais c'est juste pour que le quotidien de cette histoire puisse passer, puisse exister au maximum, parce que vraiment, quand les gens reviendront dessus, ils vont pas y revenir maintenant. Pour moi, c'est pas possible, ça peut pas se passer maintenant. Ça se passera, alors je sais pas, dans un commentaire à ça, d'ailleurs j'ai répondu que c'était pour dans un siècle. Je serais pas étonné que ça soit pour dans un siècle. Bon, on va dire au mieux, ça a coupé. Donc le temps que tout se calme un tout petit peu. Salut Valérie. Le temps que tout se calme un petit peu. Et pour ça, je pense que fondamentalement, c'est important, évidemment, de faire passer cette histoire. Et alors, ce que je trouve intéressant dans ce témoignage quand même, c'est ce qu'elle dit. Ce départ précipité fait que je n'avais sur moi qu'un tout petit appareil photo. Je le regretterai toute ma vie. Les rencontres et témoignages que j'ai vus et entendus, je ne les oublierai jamais. Et ça, c'est quelque chose qui est crucial. Quand on s'en va là-bas, on a un tel décalage entre ce qu'on vit en France et ce qu'on vit là-bas, qu'on se demande bien souvent si on rêve pas en France. Parce que là-bas, quand on dit qu'on est pieds noirs, quand on est enfant de pieds noirs, on est tellement bien accueilli et on entend tellement de discours qui sont différents de ce qu'on peut recevoir nous ici, que vraiment on peut se poser des questions sur ce qu'on entend ici. Alors ce qu'on entend ici, c'est pas faux, mais par contre, il est évident que ça mériterait d'être un tout petit peu nuancé avec ce qu'on entend de l'autre côté, de la part des gens très simples qui n'ont strictement aucune, je sais pas comment dire, qui sont pas dans le même état d'esprit. Et ça, par contre, en témoigner, je trouve que c'est vraiment important pour que dans les années à venir, mais enfin à mon avis on est pour dans 50 ans, il y ait quand même des traces de cette grosse différence entre les deux côtés de la Méditerranée et la manière dont les pieds noirs sont perçus des deux côtés. Pour moi, c'est vraiment fondamental. Alors, elle parle des médias qui nous ont jamais informés de cette façon, ni les livres d'histoire. De mon point de vue, de toute façon, ça tient au fait quand même que la France, en tant qu'entité, est impliquée dans des contradictions par rapport à ses valeurs fondamentales. Et donc que c'est ça qui la travaille, mais j'allais dire, nous descendants de Pieds Noirs, on se retrouve quand même avec le côté histoire des Pieds Noirs et de la vie quotidienne en Algérie, qui n'est pas du tout la même. Dan me dit, ici on entend la douleur, là-bas l'espoir. C'est vrai que c'est une bonne remarque, ici on entend la douleur, là-bas l'espoir. C'est surtout moi, le regard qui est posé sur les Pieds Noirs en France et le regard qui est posé sur les Pieds Noirs en Algérie. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me fascine et qui fait que des gens comme moi, et je pense comme beaucoup de Pieds Noirs, vont en Algérie, tombent du ciel et en fait se réconcilient avec eux-mêmes parce que eux, en revanche, ils nous renvoient une image
de nous qui est tellement positive, ce qui est complètement hallucinant, hein. Et j'en parlais avec une journaliste en fait au téléphone l'autre jour parce qu'elle compte sortir un dossier sur les enfants de pieds noirs fin août, quelque chose comme ça. Donc elle avait vu un peu, je crois que mon article, elle avait vu. Et donc je lui disais, le vrai choc, c'est en vérité pour les pieds noirs, pour les enfants de pieds noirs comme moi, c'est quand on va en Algérie et qu'on se récupère de la part des Algériens quelque chose, une image très forte et très positive, chose qu'on n'a jamais nous en France. On n'a pas du tout cette image très forte et très positive. Et elle-même, elle était étonnée que là-bas en Algérie, ils aient une image très positive des pieds noirs. On ne peut pas dire autrement, hein. Il y a une image très positive, alors qu'ici on a une image qui est quand même très négative et qui fait que des gens comme nous, c'est compliqué d'arriver à se soigner, entre guillemets, j'allais dire, hein, à récupérer une bonne image de soi-même et de ses ascendants. Alors que si on va en Algérie, on récupère une bonne image. Ben ça, à mon avis, c'est essentiel. Et l'écrire, ça, pour le garder, pour qu'il y ait le maximum de personnes qui écrivent tout ça, ça me paraît essentiel, sans rentrer dans la grande histoire qui, évidemment, est quand même plus complexe. Bon. Alors, deuxième point, c'est les planteurs. L'histoire des planteurs, ce quartier-là, c'était pour moi quand même un tout petit objectif quand je montais le blog, c'était quand même d'arriver à savoir ce qui se passait dans les quartiers musulmans. Parce que évidemment, sur Internet, on a que des informations en provenance des pieds noirs. Bon, je ne saurais pas tellement l'expliquer. J'ai tendance à penser que les Algériens, ils ont une tradition plutôt orale et ça leur pose problème d'aller mettre des trucs par écrit sur Internet parce que vraiment, et je leur ai dit plus d'une fois, je leur ai dit, mais le problème, c'est que quand on cherche des informations sur Oran, on se retrouve avec une ville qui est telle qu'elle était. Salut, oui, oui, je vais parler des planteurs un peu. Peut-être que j'aurais besoin de toi d'ailleurs, hein, puisque à mon avis, tu connais ça mille fois mieux que moi. J'avais dit souvent aux Algériens, il y a quand même un problème quand on va sur Internet, qu'on cherche Oran, on tombe sur tous les sites pieds noirs, c'est-à-dire tous les anciens quartiers européens. Ça veut dire que sur Internet, sur ce continent un petit peu nouveau et spécial, c'est une carte d'Oran avec tous les quartiers européens qui se dessinent, et puis tous les quartiers musulmans, on n'a strictement rien comme information, et je trouvais ça gravissime quand même, hein. Et je me suis retrouvé à dénicher, je ne sais pas comment j'ai fait, un petit article, enfin un petit article, non, il n'est pas petit du tout, il doit faire 50 pages ou quelque chose comme ça, que je me suis décortiqué sur les planteurs. Et alors les planteurs, évidemment, c'est un quartier qui se situe dans le ravin de Ras El Ain. Il y est toujours, mais alors on est dans l'ordre du bidonville, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez terrible. Et à l'époque, déjà, c'était un bidonville. Alors l'époque, c'est en 48, 49, 50. On est dans une situation un petit peu spéciale quand même, enfin spéciale. On est au sortir de la guerre. Et il y a énormément de populations autour d'Oran qui sont dans une situation, des populations musulmanes qui sont dans une situation vraiment compliquée. Et le maire Fouque du Parc, il a conscience que c'est vraiment très compliqué autour d'Oran, que ça devient quelque chose qui devient ingérable. Et il va demander à René Ensalen, qui arrive de Lyon, il va demander donc de faire une enquête socio-sanitaire sur les populations musulmanes qui vivent autour d'Oran, ou alors dans Oran, dans ce qu'on appelait à l'époque le village nègre qui s'appelle Ville Nouvelle, Mdina Jdida. Il va demander de faire des études sur ces populations-là, donc à Mdina Jdida, à la Mure et aux planteurs par exemple, et pas qu'un recensement de population. On va vraiment essayer de plonger là-dedans pour voir comment est-ce que ça fonctionne exactement. Et donc il y a un article sur les planteurs qui est absolument formidable, qui m'a ouvert les yeux quand même sur ce quartier-là. Et il raconte quand même que donc au niveau du nombre, hein, du recensement, on était à, je sais pas, 250 000, je crois, quelque chose comme ça, 250 000 habitants à la fin des années 40 à Oran. Et au niveau de la population musulmane, on est à 80-85 000 personnes qui sont réparties entre la Mure, entre Ville-Nouvelle et entre le quartier des planteurs. Et alors, lui, il va se fixer sur le quartier des planteurs. Et alors, 10 ans avant, ils étaient 46 000. C'est pour dire qu'en 10 ans, ils ont doublé de population. Ils sont passés de 46 000 à 86 000. Et alors, il va se pencher sur donc, les planteurs. Et il va se rendre compte que c'est une zone qui, d'abord, bon, se trouve entre la route du ravin Ras El Ain en bas du ravin, là, et au-dessus, la route des planteurs.
Et il y a énormément de petites maisons de rien du tout qui sont faites là. Et il y a trois zones. Il y a une zone très dense avec beaucoup, beaucoup de monde. J'avais une petite carte d'ailleurs par là. Enfin, voilà, c'est ça. Une petite carte qui est là. Tac. Ici, avec une zone très dense, c'est la plus grosse de toutes les zones là, qui est vers le nord. Vers le nord, on est vers la mer, hein. Une petite zone qui est moins dense, un petit peu au sud. Et là où je vous ai mis une flèche rouge ici, hein, on a la même qui vivent dans des habitations troglodytes à cet endroit-là. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce quartier des planteurs, c'est qu'il n'a pas toujours été constitué par ce qu'à l'époque on appelait des indigènes musulmans. Il a été occupé d'abord, avant 1925, par les populations espagnoles en fait. Et c'est petit à petit qu'il y a eu un remplacement des populations espagnoles qui ont commencé à se développer et qui sont allées déménager ailleurs par les populations musulmanes. Donc avant 1925, il y avait présence des Espagnols. Les pentes de ce quartier étaient couvertes par des figuiers de barbarie. Le terrain divisé en parcelles était loué pour le défrichage, la culture et un élevage de basse-cour à des Espagnols qui étaient logés dans des petites baraques. Bon, ça c'est ce qu'il raconte M. Salem, parce qu'il a étudié ça. Puis, en 1925-1926, toute cette population espagnole, enfin petit à petit évidemment, hein, elle est remplacée par des populations marocaines qui arrivent. Première occupation indigène entre guillemets de ce terrain n'a eu lieu qu'à partir de 1925-26, avec l'arrivée de Marocains venus de la zone espagnole, berbérophone, et qui en outre du dialecte Sheila, employaient volontiers l'espagnol. Donc c'est des Marocains qui arrivent et qui ont leur dialecte, mais qui vont parler aussi l'espagnol. D'ordinaire, ils construisaient eux-mêmes leur maison. Et ensuite, 1937-1938, donc ça veut dire quand même que les Marocains, il reste une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, c'est remplacé, enfin c'est pas remplacé, il y a une partie d'Algériens de l'Ouest, si je ne me trompe pas, hein, non, de l'Est, ouais, c'est ça, de l'Est, qui va arriver ici aux planteurs et qui vont se mélanger aux Marocains. Et apparemment, les deux, ils ne sont pas toujours en très bons termes parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes par rapport à des tas de choses. Et cette deuxième immigration ne devient importante que vers 37-38, à la veille de la guerre. Alors, évidemment, ça ne marche pas très bien entre les Marocains et les Algériens, pour des raisons très différentes. Alors, lui, il relève ça. Il relève, chez les Marocains, les femmes vont le visage découvert. Le vêtement extérieur est une longue robe serrée à la ceinture et se complète de la coiffe entourée d'un turban. Les hommes portent une calotte souple et basse en drap clair. Chez les Algériens, les femmes portent le grand drap qui enveloppe le corps et ne laisse apercevoir qu'un seul œil ou les deux yeux, le hayek, et les hommes portent le fez rigide. Mais en vérité, il précise, les contrastes ne sont pas tant marqués que ça. Chez les hommes, le vêtement traditionnel peu à peu abandonné n'est plus porté que lors des fêtes religieuses et il est remplacé par le vêtement européen, vêtement de travail d'une extrême variété. Donc, dans ces planteurs-là, à la fin des années 40, il y a encore un mélange de Marocains et d'Algériens. Et en fait, au niveau boulot, les Marocains, ce sont pour une grande majorité ceux qui vont aller travailler en bas, dans le ravin de Ras El Ain, là où il y a tous les vergers. Donc ils vont être employés comme ouvriers agricoles dans les vergers en bas du Ras El Ain, alors que de grande partie de la population des Algériens de l'Est, hein, qui habitent dans les planteurs, vont travailler au niveau de la marine, au niveau du port, docker, et ainsi de suite. Et les femmes qui sont là, il y en a une bonne partie qui vont être utilisées, enfin qui vont travailler en tant que femmes de ménage. Et, euh, et alors, il donne ensuite la manière dont c'est organisé dans ce village. Alors on est en pente en plus, hein, on est en pente donc c'est pas évident. Il explique qu'il y a trois grandes rues verticales comme ça, et puis qu'il y a plein de petites rues horizontales, que évidemment c'est pas goudronné ni rien, c'est de la terre, que les rues verticales là servent surtout à l'évacuation de l'eau, qu'il y a juste une petite fontaine qui se trouve en bas, au niveau de la route des planteurs, où les gens vont chercher de l'eau. Alors il y a plein d'explications, hein, je ne vais pas rentrer dans toutes ces explications. Et puis il y a une maison qui me rappelle un peu les patios, mais enfin bon, en moins encore que les patios, parce que ça ressemble un petit peu à ça. Je ne sais pas si vous le voyez, j'espère que c'est pas pixelisé. On a ces choses-là, c'est-à-dire qu'on a des petites pièces comme ça, autour d'une cour. Et il y a une porte qui permet de rentrer dans la cour et d'aller dans les pièces. Et il y a une porte pour rentrer dans une pièce qui va être utilisée différemment le jour et la nuit. Et parfois des fenêtres qui donnent sur l'extérieur, terminé. Et alors il explique comment c'est organisé dans la maison.
Une cour rectangulaire autour de laquelle se groupent quelques pièces carrées. Oh, alors ça je l'ai dit, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Alors dans la maison, il n'y a presque pas de mobilier. Il y a des chaises qui sont assez rares aussi. Il y a des petites tables rondes. Il y a des nattes d'alpha et les tapis qui sont étendus, mais juste pour la nuit. On se couvre avec de chaudes peaux de mouton. Et le matin, on plie tout et on range tout et on met ça dans le sendock. Ça doit être donc un coffre. Peut-être que oui, tu pourras me confirmer. Je ne sais pas trop ce que c'est que le sendock. À l'angle de la pièce, il y a un cercle qui est creusé et qui va servir d'évier. Alors on va aller chercher de l'eau au niveau de la fontaine en bas à l'entrée de la route de Ras El Ain et on va la ramener et on va la mettre dans l'évier là. Et c'est là qu'on va faire la toilette et c'est là qu'on va faire la vaisselle. La chambre, elle est petite et obscure. Elle joue surtout le rôle d'abri pour la nuit. L'électricité, il n'y en a pas qui est encore installée au planteur, rien du tout. Elle y est juste chez quelques épiciers du village, mais pas davantage. Il y a juste de quoi des lumignons pour s'éclairer. Ou alors il y a aussi des lampes de poche qui ont été récupérées à cause du passage des Américains. Il faudra d'ailleurs que je parle un peu du passage des Américains, c'est pas négligeable. Et ensuite, il explique que le ménage est fait soigneusement par les femmes très tôt le matin. Voilà. Et ensuite, dans la cour, mode de vie, c'est un lieu de travail pour les femmes. La cuisine est faite dans un bidon dont les parois ont été tapissées de terre réfractaire. On lave et on étend le linge. C'est dans la cour que donnent les cabinets, mais ils ne sont reliés à aucun système d'égout. Ils ne communiquent qu'avec une fosse particulière à la maison et à laquelle on a donné le plus grand volume possible. Et ensuite, pour l'homme, c'est un lieu de repos. Elle doit comprendre des parties à la fois protégées du soleil et de la pluie. Un auvent est ainsi aménagé en avant de chaque pièce. Donc c'est ça, je ne voulais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, si ce n'est quand même que quand René Nsalem il revient de ces études-là, évidemment il en fait part au maire Fouque du Parc, et c'est à partir de ce moment-là, parce qu'il va faire les mêmes études en fait à Medina Jdida, à La Mure, etc. Et bon, ils comprennent que si ça continue comme ça, et surtout avec l'augmentation de la population musulmane qui est très forte, hein, puisqu'en 10 ans elle double, il va y avoir des problèmes, donc ils vont décider à partir de ce moment-là, et on est en 48-49, de faire tous les grands plans de construction des grandes cités comme les HLM de Gambetta, la cité Perret, etc. etc. Donc c'est à partir de ces études-là, de gens qui sont venus de l'extérieur à la fin des années 40 pour voir un petit peu où en étaient les populations autour d'Oran, qu'ils décident de faire les grandes constructions des grandes cités qu'on connaît et qu'on voit toujours actuellement à Oran. Bon voilà, c'était un petit tour sur les planteurs, hein, parce que vraiment j'ai du mal à trouver des choses sur les quartiers musulmans. C'est un vrai problème, alors qu'il y a des gens qui savent énormément de choses là-dessus, mais comme ils ne mettent pas tout ce qu'ils savent en ligne, tout ce qu'ils savent, ça reste dans leur tête, et il faut espérer que ça se transmette avec les générations dessous, parce que vraiment, sinon, ça va disparaître, et je ne sais pas comment on va faire pour savoir exactement à quoi ressembler, ou à quoi ressemblent les quartiers musulmans, c'est très dur. Bon, dernier point, ça c'est la grosse découverte, et pourtant c'est quand même une méga station de dessalement qui en fait est en construction depuis un bon moment et dont l'inauguration a été repoussée plusieurs fois. Apparemment j'ai vu, même sur Wikipédia, j'ai vu qu'ils en parlaient et qu'il y avait une inauguration qui était prévue en décembre décembre 2014 et qu'en fait elle a été repoussée. On est en juillet 2016, donc là ils annoncent qu'il va y avoir une grande inauguration officielle de cette station d'eau. Donc apparemment, ils vont régler le problème de l'eau de cette manière-là, avec une station de dessalement. Et je trouve que c'est pas trop mal, même si à mon avis, ça doit coûter vraiment très cher d'aller dessaler de l'eau. Mais en revanche, manifestement, ça a l'air d'être un gros monstre. Il paraît que c'est peut-être même la plus grosse au monde, de manière à régler le problème de l'eau douce à Oran. Bon, cela dit, j'avais eu un commentaire ce matin de quelqu'un qui me disait c'est dommage parce qu'il y avait quand même le barrage de Beni Badel, et le fait est que je pense qu'il pouvait alimenter pas mal, mais enfin j'avais eu un autre commentair dessous de quelqu'un qui disait bah ouais, mais enfin à l'époque donc en 1960 on va dire, il n'y avait que 400 000 personnes, là il y en a quand même 1,3 million, et le fait est que c'est pas forcément c'est pas sûr que le barrage des Beni Badel finalement il aurait pu
alimenter 1,3 million de personnes à Oran en plus, parce que c'est même pas tout le monde. Je sais pas combien il y en a en Oranie d'habitants. Je sais pas combien il y a d'habitants en Oranie en fait, mais à Oran déjà il y en a 1,3 million, et à mon avis peut-être même un peu plus. Donc c'est vrai que le barrage, il aurait peut-être pas pu amener l'eau douce à 1,3 million de personnes. Donc ils ont construit ça. Et j'ai hâte de voir quand même comment ça va tourner, puisque à chaque fois c'est repoussé, mine de rien, l'inauguration, mais là c'est prévu pour juillet. Donc voilà, il faudra me donner des nouvelles de cette arrivée d'eau en juillet pour tout le monde, qui apparemment va régler ça. Parce que c'est quand même pas évident, je pense qu'il y a toujours des coupures et des moments dans la journée où on peut avoir de l'eau et d'autres moments où on peut ne pas en avoir. Bon, eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous saluer. J'ai fait 20 minutes, ça serait vraiment l'idéal que j'arrive à faire 20 minutes. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, 19h heure française, 18h heure algérienne. Je vous dis ciao.